Dans cette vidéo, on s'intéresse à décrire certaines des interactions fondamentales. Les interactions fondamentales permettent d'expliquer tous les processus physiques, chimiques et biologiques connus. L'interaction gravitationnelle est responsable de la pesanteur ou encore des mouvements des astres. L'interaction électromagnétique est responsable des phénomènes électriques, magnétiques, mais aussi les réactions chimiques et biologiques. L'interaction forte est responsable de la cohésion des noyaux atomiques et l'interaction faible se manifeste lors de désintégrations radioactives. On se limite ici uniquement à l'interaction gravitationnelle et à l'aspect électrostatique de l'interaction électromagnétique. Pour commencer, un petit rappel sur le modèle simplifié de l'atome que nous connaissons. Prenons l'exemple d'une tige en verre constituée d'atomes, des atomes essentiellement faits de vide et qui contiennent des électrons qui gravitent autour d'un noyau. Ce noyau contient des protons et des neutrons. Les neutrons n'ont pas de charge électrique, les protons sont chargés positivement et les électrons sont chargés négativement. Ces charges s'expriment en fonction d'une charge électrique élémentaire notée petit e pour élémentaire et de valeur 1,70-19 coulomb, coulomb l'unité de la charge électrique dont le symbole est grand C. Les protons ont une charge positive plus une fois la charge élémentaire et les électrons ont une charge qui est égale à moins une fois la charge élémentaire. On rappelle que l'atome est électriquement neutre, ce qui suppose qu'il contienne autant de protons que d'électrons. Dans cette partie, nous allons illustrer l'interaction électrostatique en nous intéressant à la manière d'électriser un corps. Prenons l'exemple d'une tige en verre que l'on frotte sur une peau de chat. Cette tige en verre se retrouve électrisée et chargée positivement. La tige s'est électrisée par frottement. La tige est électrisée positivement car la peau de chat a arraché les électrons à la tige de verre. La tige de verre s'est alors retrouvée en déficit d'électrons et donc chargée positivement. La peau de chat, elle, qui a arraché les électrons, se retrouve en excès d'électrons et donc chargée négativement. Approchons cette fois-ci la tige de verre électrisée positivement d'un petit morceau d'aluminium, l'aluminium étant un conducteur. La présence de la tige de verre va modifier la répartition des électrons de l'aluminium. En effet, l'aluminium étant conducteur, certains électrons des atomes sont mobiles et vont se déplacer vers la tige chargée du signe opposé. Il apparaît alors une zone qui présente un excès d'électrons, c'est-à-dire une zone chargée négativement, et une zone en déficit d'électrons et donc chargée positivement. On dit que le morceau d'aluminium s'est électrisé par influence car il n'y a pas eu contact entre la tige de verre et le morceau d'aluminium. Il apparaît alors une interaction électrique attractive entre la tige et le papier qui vient alors se coller à la tige. Au contact de la tige de verre, les électrons de l'aluminium vont combler partiellement le déficit d'électrons sur la tige de verre qui va rester encore chargé positivement, mais le morceau d'aluminium, lui, se retrouve en déficit d'électrons et donc chargé positivement. On dit que le morceau d'aluminium s'est électrisé par contact. Et il va s'exercer entre le papier et la tige de verre une interaction électrostatique répulsive car les deux sont cette fois-ci chargés du même signe et le morceau de papier va être repoussé par la tige. Nous allons formaliser ici la loi de l'interaction électrostatique que nous venons d'illustrer qualitativement. Rappelons tout d'abord le principe des interactions. A et B sont deux points distants de D. Ces deux points sont en interaction s'ils exercent l'un sur l'autre des actions selon la droite AB, modélisée par un vecteur force. Et ce principe énonce que la force exercée par B sur A est égale à l'opposé de la force exercée par A sur B, c'est-à-dire que ces deux forces ont même direction AB, des sens opposés et la même valeur. Si f de A sur B est dirigé vers A, comme ceci, alors f de B sur A est dirigé vers B. Dans ce cas, l'interaction est attractive. Mais si f de A sur B est dirigé dans l'autre sens, alors f de B sur A également. L'interaction est cette fois répulsive.
Ces deux types d'interactions sont possibles pour l'interaction électrostatique et la loi de l'interaction électrostatique doit résumer ces deux situations. Affectons tout d'abord des charges aux points A et B, respectivement grand Q pour A et petit q pour B. La loi énonce que la force électrostatique exercée par A sur B est égale à K fois le produit des charges divisé par la distance au carré selon un vecteur U. U est un vecteur unitaire nécessaire pour indiquer la direction et le sens de la force. Ce vecteur unitaire U est porté par la droite AB et dirigé dans le sens de A vers B. K est une constante qui dépend du milieu et dans le vide, elle vaut 9,010 puissance 9 newton mètre carré coulomb moins 2. Les charges étant algébriques, c'est-à-dire positives ou négatives, vérifions que cette formule résume bien les deux possibilités. Tout d'abord, si le produit des charges est positif, c'est-à-dire que les charges sont de même signe, alors la force exercée par A sur B et U sont collinéaires et de même sens, ce qui illustre l'interaction répulsive, ce qui est cohérent pour deux charges de même signe. Cette fois, si le produit des charges est négatif, c'est-à-dire que les charges sont de signe opposé, alors la force exercée par A sur B et U sont de sens opposé, ce qui illustre l'interaction attractive, ce qui est cohérent pour deux charges de signe opposé. Cette loi de l'interaction électrostatique présente une forte analogie avec l'interaction gravitationnelle que nous allons énoncer. Affectons par avant A et B d'une masse, grand M pour A et petit m pour B. Cette loi énonce que la force gravitationnelle exercée par A sur B est égale à moins G, le produit des masses, divisé par la distance au carré, toujours selon le même vecteur unitaire U que précédemment. G est la constante universelle de gravitation qui vaut 6,67 10-11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Les masses étant toujours positives, la force exercée par A sur B et U sont toujours de sens opposé, c'est-à-dire que l'interaction gravitationnelle est toujours attractive. Nous allons voir dans la suite une application de ces deux formules à connaître. Dans cette application, on s'intéresse à deux ions Mg2+ et Cl- distants de 0,24 nanomètres et on donne pour chacun de ces deux ions leur masse et leur charge respective, charge donnée en fonction de petit e, la charge élémentaire. Et on souhaite représenter les forces électrostatiques et gravitationnelles exercées sur les deux ions et calculer ensuite leur valeur. On s'intéresse tout d'abord à l'interaction électrostatique dont on rappelle ici la loi. On représente sur le schéma le vecteur unitaire U qui intervient dans la loi. Ici, les charges sont de signe opposé, leur produit est donc négatif, la force exercée par A sur B est donc collinéaire mais de sens opposé au vecteur unitaire U, ce que l'on traduit sur le schéma ici. Et d'après le principe des interactions, la force exercée par B sur A est opposée à la force exercée par A sur B. On retrouve l'interaction attractive entre deux charges de signe opposé. Pour calculer la valeur de la force exercée par A sur B, il suffit de réécrire l'expression vectorielle en retirant le vecteur unitaire U et pour s'assurer que la valeur est toujours positive, on rajoute des valeurs absolues autour des charges. Ici, la valeur de force est en newton, les charges sont en coulomb et la distance est en mètres. On remplace les charges par leur expression en fonction de la charge élémentaire, soit K fois 2e au carré divisé par petit d au carré. On remplace par les valeurs numériques en convertissant les nanomètres en mètres, c'est-à-dire 10-9 ici, et on trouve une valeur de force de 8,010-9 newton, qui est la même que la valeur de force de B sur A. On s'intéresse maintenant à l'interaction gravitationnelle dont on rappelle ici la loi. Cette interaction est toujours attractive, ce que l'on représente par le schéma ici. Pour calculer la force, on réécrit l'expression vectorielle sans le vecteur unitaire U et sans le signe moins. La valeur de force est en newton, les masses sont en kilogrammes, la distance est en mètres. On remplace par les valeurs numériques en convertissant bien la distance en mètres et on trouve une
valeur de 2,7 10 puissance moins 42 newtons, qui est la même que celle de la force exercée par B sur A. On remarque qu'on peut comparer les deux forces, gravitationnelle et électrostatique, en effectuant un rapport, celui de la plus grande des forces sur la plus petite, et donc ici en divisant la valeur de la force électrostatique sur celle de la force gravitationnelle, et on trouve un rapport de 10 puissance 33. Cela signifie que l'interaction électrostatique est prédominante sur l'interaction gravitationnelle. Nous allons définir ici la notion de champ de gravitation avec notre situation précédente, avec une masse grand M en A et une masse petit m en B situées à une distance petit d de la masse grand M. Et on ne représente que la force exercée par la masse grand M sur la masse petit m. Supprimons maintenant la masse petit m. La force représentée n'existe plus, mais il suffit de remettre la masse petit m en B ou n'importe où autour du point A pour qu'elle soit alors soumise à une force de gravitation. Cela signifie que la masse grand M exerce une influence sur l'espace autour d'elle. Cette influence est modélisée par un champ de vecteur gravitation, c'est-à-dire que nous allons pouvoir définir un vecteur en chacun des points de la zone d'influence de la masse grand M et qui traduit son effet. Pour définir l'expression générale du vecteur gravitation, revenons sur l'expression de la force de gravitation de A sur B, et en isolant la masse petit m dans l'expression, on fait apparaître un terme vectoriel qui ne dépend que de la masse grand M et de la distance petit d, c'est-à-dire de l'endroit où on se trouve autour de la masse grand M. Ce terme vectoriel est par définition le vecteur gravitation noté grand G. Ce vecteur est collinéaire à U et de sens opposé. On dit qu'il est radial et rentrant. Radial parce qu'il passe par le centre de masse grand M et rentrant parce que dirigé vers la masse grand M. Ainsi, grand G se représente comme ceci. Le vecteur gravitation peut se représenter n'importe où, sachant qu'il est radial et rentrant, et à une même distance petit d du centre de masse grand M, ce champ a même valeur, d'où des segments fléchés de même longueur. Il est plus aisé de visualiser la cartographie du champ de gravitation par les lignes de champ. Ce sont par définition les lignes tangentes au vecteur gravitation en chacun de leurs points, et ces lignes sont orientées dans le sens du vecteur gravitation, c'est-à-dire ici dans le cas d'un unique centre de masse par des lignes radiales et rentrantes, comme le champ. Et enfin, revenons sur l'effet du champ de gravitation sur une masse petit m. La loi de gravitation peut alors s'énoncer en écrivant simplement que la force subie par la masse petit m est égale au produit de la masse petit m par le vecteur gravitation. Et on voit que cette force est toujours collinéaire au vecteur gravitation et dans le même sens, ce que l'on a bien représenté ici pour trois masses placées en ces trois points. Appliquons la formule vue pour calculer la valeur du champ de gravitation de la Terre à sa surface. On rappelle l'expression du champ de gravitation avec comme centre de masse ici la masse de la Terre. Et la distance ici entre le centre de la Terre et un point à sa surface correspond tout simplement au rayon de la Terre. Le champ de gravitation est collinéaire au vecteur unitaire U et de sens opposé. On représente donc le vecteur gravitation ainsi. On en déduit la valeur du champ de gravitation en reprenant l'expression vectorielle et en retirant le vecteur unitaire U ainsi que le signe moins, car les autres grandeurs sont toutes positives. La constante grand G est en newton mètre carré kilogramme moins 2. Le rayon de la Terre est donc à convertir en mètres, la masse de la Terre en kilogrammes. Ainsi, le champ de gravitation sera en newton par kilogramme. On remplace par les valeurs numériques en n'oubliant pas la conversion en mètres et on trouve un champ de gravitation de 9,83 newtons par kilogramme. Les lignes de champ ici sont
radiale et rentrante, comme nous l'avons vu précédemment. Nous allons calculer maintenant la valeur de la force de gravitation d'un objet de 60 kg à la surface de la Terre, grâce à la loi de gravitation qui s'écrit simplement force de gravitation exercée sur la masse petit m égale la masse fois le vecteur gravitation g. Ce qui donne en valeur de cette force qui est égale au produit de la masse fois la valeur du champ de gravitation en newton par kilogramme. La masse est donc à convertir en kilogrammes et on trouve alors une valeur de force en newton. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une valeur de force de 5,9 10 puissance 2 newton. On remarque que le champ de gravitation est ce que nous appelons habituellement le champ de pesanteur, noté petit g, et que la force de gravitation exercée sur la masse petit m est ce que nous appelons tout simplement le poids P de cette masse petit m. En réalité, cette identification n'est pas exacte, mais correcte avec une bonne approximation, et nous verrons plus tard quelle en est l'origine. On va définir maintenant le champ électrostatique en procédant par analogie avec le champ de gravitation. Considérons la force électrostatique exercée par la charge Q sur une charge petit q située à une distance petit d. La charge Q exerce autour d'elle une influence qui peut être modélisée par un champ de vecteur électrostatique cette fois-ci, et dont on peut faire apparaître l'expression du vecteur en isolant dans la loi d'interaction la charge petit q. Il apparaît alors un terme vectoriel qui est par définition le vecteur champ électrostatique créé par la charge grand Q. Le champ grand E et U sont collinaires, le champ électrostatique est donc radial, c'est-à-dire qu'il passe par le centre de charge Q. Son sens est donné par le signe de la charge grand Q. Si Q est positive, alors le champ grand E et U sont de même sens, grand E est donc sortant par rapport au centre de charge. Et si la charge grand Q est négative, alors le champ électrostatique et U sont de sens opposé, le champ électrostatique est donc rentrant. Dans le premier cas, les lignes de champ électrostatique sont radiales et sortantes, et dans le second cas, elles sont radiales et rentrantes. Et enfin, la loi de l'interaction électrostatique peut s'énoncer simplement en écrivant que la force que subit la charge petit q est égale au produit de cette charge par le champ électrostatique où elle se trouve. Appliquons ceci à la situation suivante, une charge grand Q de plus 45 picocoulomb située en A, une charge petit q de moins 12 picocoulomb située en B, les deux points étant distants de 2 cm. Pour représenter le champ électrostatique exercé par la charge grand Q en B, il faut rappeler l'expression du champ électrostatique que nous avons vu précédemment, qui est égale à K fois Q sur D carré selon le vecteur unitaire U. Ici, la charge grand Q est positive, c'est-à-dire que E et U sont collinaires et de même sens, c'est-à-dire que le champ grand E est radial et sortant, ce que nous représentons ici. Sa valeur est obtenue en réécrivant l'expression vectorielle, mais en retirant le vecteur unitaire U et en rajoutant une valeur absolue à la charge, car les charges sont des grandeurs algébriques. Mais ici, la charge Q est positive. Cette écriture n'était donc pas nécessaire. La constante K est en newton mètre carré coulomb moins 2. La distance est donc à convertir en mètres, la charge en coulomb. Et le champ électrostatique sera donc en newton par coulomb. Newton par coulomb qui est équivalent à l'unité volt par mètre, l'unité plus habituelle pour le champ électrostatique. On remplace par les valeurs numériques en n'oubliant pas de convertir les centimètres en mètres et on trouve un champ électrostatique de 1,010 puissance 3 volts par mètre. Pour représenter la force électrostatique subie par la charge petit q, on rappelle son expression. La force que subit la charge petit q est égale au produit de la charge par le champ électrostatique où elle se trouve.
Q est ici négatif. La force que subit Q est donc collinaire, mais de sens opposé au champ électrostatique grand E, ce qu'on représente comme ceci. La valeur de la force électrostatique est égale au produit de la valeur absolue de la charge Q par la valeur du champ électrostatique. Le champ électrostatique est en newton par coulomb, la charge est donc à convertir en coulomb. La valeur de force est donc bien en newton. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une valeur de force de 12 10 puissance moins 9 newton. Et enfin, il nous faut représenter quelques lignes de champ électrostatique. Ces lignes de champ électrostatique, tout comme le champ grand E, sont radiales et sortantes, ce que l'on a représenté ici.